Pour évoquer le Dakar 2026, j'ai le plaisir d'accueillir Cyprien Juillard. Comment ça va, Cyprien? Ça va super, et toi, Michael? Ça va très bien et ça me fait plaisir que tu sois là parce que vous le savez, en 2025, on a eu la chance et j'ai eu la chance de vous faire vivre le Dakar avec Roule sur les réseaux sociaux d'Auto-Hebdo. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'on remet le couvert avec Roule, mais cette fois-ci avec Cyprien. Comment on se sent, avant d'évoquer maintenant évidemment les forces en présence de ce Dakar, comment on se sent à quelques instants du grand départ? Ben, on a hâte tout simplement. Je pense que faire le Dakar, c'est un rêve pour tout passionné de sport automobile. Donc on a cette chance-là en tant que journaliste pour Auto Hebdo de pouvoir le couvrir, un partenariat avec Roule, comme tu l'as dit. Donc non, ça va être une très belle aventure et j'ai vraiment hâte d'être en Arabie Saoudite. Et on va voir évidemment ce que ça va donner sportivement, mais à mon avis, on risque d'être sur une très très belle édition, à commencer par Dacia, si on fait un petit peu le tour comme ça des forces en présence. Dacia qui n'a pas gagné le Dakar l'an dernier, mais c'était leur première participation, qui depuis a remporté le rallye du Maroc avec Sébastien Loeb, a failli devenir champion du monde avec Nasser Al-Attiyah. Ils arrivent quand même avec un sacré contingent chez Dacia. Ils arrivent avec un sacré contingent. Je sais que le terme contingent, tu l'adores, Michael, en ce Je moment. l'aime beaucoup, j'avoue que c'est pas mal. Mais en effet, il y a un vrai contingent chez Dacia. On a 3 prétendants à la victoire au Dakar, puisqu'on a les noms que tu as évoqués. Sébastien Loeb qui a gagné le rallye du Maroc, qui est la grande répétition chaque année avant le Dakar. Dernière manche du championnat du monde. Et sur cette dernière manche du championnat, on a Nasser Al-Attiyah qui est passé tout proche du titre, qu'il a perdu, on se souvient des conditions. Sur une pénalité d'une heure, voilà. Voilà, une pénalité ajoutée après l'arrivée parce qu'il ne s'est pas arrêté à un contrôle. Mais ça veut quand même dire que Nasser Al-Attiyah, toute l'année, a été en mesure de se battre pour ce championnat. Donc, en effet, c'est un des meilleurs du monde. Mais bon, ça, on n'en doutait pas. Oui, ça on le savait, hein, effectivement, on s'en doutait un petit peu. Voilà, oui. Quand on a gagné 5 fois le Dakar, finalement, bon, On n'est pas mauvais. on n'est pas mauvais, évidemment. Sébastien Loeb, lui, il n'a jamais gagné, mais évidemment, il sera un des favoris, puisqu'on a parlé du rallye du Maroc, mais même ces dernières années, globalement, on a senti un pilote qui montait en puissance, qui est devenu un vrai pilote de rallye raid. Donc, Sébastien Loeb, ce sera peut-être enfin son année, finalement. Il est passé proche à plusieurs reprises. Il a aussi eu quelques déboires sur le Dakar, des abandons, des disqualifications aussi récemment. Donc là, je pense que c'est l'année où il est le plus préparé finalement, le mieux préparé et où il a les meilleures armes pour viser la victoire. Et tu l'as dit aussi, l'an dernier, Dacia, c'était leur première année. Ils ont progressé toute l'année sur leur Sandrider, ils l'ont fait bien évoluer et aujourd'hui, c'est un des protos de référence, si ce n'est le proto de référence. Donc évidemment, du côté de Dacia, on a de grandes ambitions et aussi, on a Lucas Moraes, qui est le champion du monde en titre. Donc Lucas Moraes qui débarque de Toyota et qui va aussi jouer sa carte et espérer gagner le Dakar. Lucas Moraes, seul petit bémol à lui trouver, je trouve, c'est son manque de régularité des fois sur le Dakar sur 2 semaines. Il a fini 3e en 2023 pour sa première participation en plus en Ultimate. Par contre, les 2 éditions suivantes ont été un peu plus compliquées. Il n'a jamais été en mesure de gagner. Est-ce qu'il le sera avec Dacia? Je pense que quand on vient de gagner un titre aussi, ça peut donner des ailes. C'est ça peut quand même très très bien fonctionner. On salue aussi Cristina Gutiérrez qui sera de nouveau présente avec la 4e Dacia Sandrider cette fois-ci. Elle a quand même, avec Pablo Moreno, son copilote, ils ont eu un petit peu le rôle d'ange gardien sur l'édition 2025, et c'est un petit peu le rôle qu'ils essayent d'avoir toujours, c'est cette capacité justement à pouvoir aider quand les problèmes arrivent sur les équipages de pointe, mais Cristina Gutiérrez, faut pas l'oublier parce qu'elle peut quand même aller faire des sacrés chronos aussi. Ouais. Elle qui s'était imposée il y a quelques années en Challenger, non, il y a toujours moyen. Hein. Puis elle progresse bien en Ultimate. Je trouve que par rapport à sa première participation avec Dacia au Dakar, enfin toute la saison ça a été de mieux en mieux. Au Maroc, c'était franchement pas mal en termes de rythme. Donc toujours se méfier parce qu'on sait aussi que le Dakar c'est il n'y a pas que la vitesse pure en fait qui compte, il y a aussi une part de chance, une part de réussite. Il faut pas tomber dans les pièges. Et Cristina Gutiérrez, qui sait si les 3 autres Dacia abandonnent dès le premier jour, on leur souhaite pas évidemment. Ce serait terrible. Ce serait assez terrible en effet pour le constructeur franco-roumain, mais Cristina Gutiérrez, elle peut avoir sa chance. Et ce serait bien de voir une femme briller au Dakar. Exactement, ça fait quelques années, hein, bien sûr, que ça n'est pas arrivé. On salue notamment Jutta Kleinschmidt, qui était la première femme à remporter le Dakar en 2001. Je vous propose, grâce à l'ami Dominique Dricot, qui est allé à la rencontre de Fabien Lurquin, le copilote de Nasser Al-Attiyah, et bien de découvrir tout simplement les impressions du Belge à l'aube de ce Dakar 2026. On a bien bossé, on se sent plutôt prêt à en découdre, donc non, pas stressé, concentré. La différence entre Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah, c'est quoi? Nasser a déjà gagné, il a plus d'expérience là-dedans que Seb, donc double avantage à Nasser, je dirais. Ce qui veut dire que vous devrez gagner le Dakar 2026. Non, ça veut dire que petit avantage à Nasser, ça joue vraiment un peu de choses. Seb est vraiment très très bon et commence à avoir vraiment pas mal d'expérience ici
sur le Dakar et sur le Rallye Raid, et surtout vu qu'il n'a pas encore gagné une très très grosse envie, donc il y a vraiment très peu de choses entre l'un et l'autre. Et même si je suis pas la même voiture, je souhaite à Seb de gagner tout en étant que j'espère gagner aussi, donc c'est un peu ambivalent. Mais voilà, ce sera un peu quel meilleur gagne. Dans les favoris, impossible évidemment de ne pas citer Toyota, l'équipe championne du monde en titre, avec le pilote champion du monde en titre chez eux, mais qui n'est plus chez eux maintenant, Lucas Moraes, on venait de l'évoquer effectivement. Toyota arrive encore une fois avec pas mal de monde et pas mal de cartes, avec également l'équipe Overdrive évidemment de Jean-Marc Fortin, mais avec un tout nouveau proto. Et ça, sur le Dakar, c'est parfois un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué, en effet, d'avoir un nouveau proto. On l'a vu les années précédentes avec Ford, avec Dacia. C'est un peu quitte au double. Souvent, un nouveau proto, ça a aussi besoin d'être un peu étraîné en compétition, de prendre le temps de le développer, que les pilotes aient un feedback à faire finalement. Alors évidemment, ils l'ont testé, bien sûr. Mais ils n'ont pas encore fait la course avec. Et on sait que c'est toujours différent entre un test et faire la course. Ce sont deux choses diamétralement opposées. Pour reprendre ton expression favorite, Michael, il y a un beau contingent chez Toyota, mais un si beau contingent qu'on pourrait même parler d'Armada. Les Toyota, ces dernières années, ça a toujours été de façon les plus nombreuses. Elles arrivent en nombre grâce à Overdrive, en effet. Il y a pas mal de monde, il y a beaucoup de jeunes, notamment. Moi, je trouve qu'il y a des jeunes très prometteurs chez Toyota, sur qui il faut garder un œil. Je pense à l'américain Seth Quintero, qui est très très fort, qui a 22 ans, qui est un des tout meilleurs déjà du monde, malgré son jeune âge. Il a gagné à 19 ans 12 étapes sur une édition du Dakar en Challenger, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc, pourquoi pas Seth Quintero sur le podium final, même s'il faudra aussi surtout regarder du côté d'Henk Lategan. Henk Lategan qui a terminé deuxième l'an passé. Exactement, deuxième l'an passé et troisième du championnat. Donc, bien sûr. Parfois on a des pilotes qui font un peu des one-shots, c'est-à-dire ils ont un très bon résultat sur le Dakar et puis le reste de la saison est moins bon. Henk Lategan, il a quand même été régulier tout au long de l'année, il a gagné le Safari Rally chez lui en Afrique du Sud, et je pense qu'il aura, en tout cas il incarnera la meilleure opportunité de Toyota de gagner ce Dakar. Maintenant, c'est aussi un pilote qui est encore jeune entre guillemets à ce niveau de compétition. Est-ce qu'il pourra reproduire ça sur 2 semaines, tenir bon tout un Dakar ? Bon, ça reste à voir, il y a quand même une petite inconnue. C'est au milieu de toute cette armada de Toyota, finalement, ce qui manque, je trouve, c'est un vrai pilote de référence. Il l'avait avec Lucas Moraes, qui est devenu champion du monde, tu le disais. Il l'avait avancé avec Nasser Al-Attiyah. Force est de constater qu'ils ont perdu les deux. Donc maintenant, il y a aussi une place à prendre. Celle de leader de ce projet Toyota, avec en plus le nouveau proto dont tu parlais. Donc à voir qui va l'incarner. Si ce sera un Lategan, si ce sera Seth Quintero, si ce sera un autre. Si ce sera peut-être Ferreira aussi, le jeune portugais qui est très très prometteur. Donc voilà, beaucoup de place à prendre. Et puis ils ont le vainqueur sortant aussi. Mais oui, Yazid Al-Raji, vainqueur du Dakar chez lui en Arabie Saoudite, blessé ensuite avec Timo Götzschall, qui se sont tous les deux blessés malheureusement lors d'une bara en Jordanie, assez sérieusement aux vertèbres notamment, et ils ont mis du temps à revenir. Ils ont pris soin évidemment de revenir en forme. Les 2 rallyes qu'ils ont effectués en championnat du monde en fin d'année n'étaient pas flamboyants. Mais on sait aussi qu'Yazid Al-Raji, le Dakar c'est son objectif, c'est son moment. Le reste, c'est toujours très important, mais... Un peu moins. Voilà, mais il se dit quand même, bon, le Dakar à la maison, c'est un coup important. Et puis quand on voit ce que ça avait donné effectivement en 2025, il aimerait bien sûr pouvoir reproduire ça. Je vous propose d'écouter encore une fois au micro de Dominique Dricot, Jean-Marc Fortin, tout simplement le patron de l'équipe Overdrive, et donc l'homme qui mène un petit peu cette Toyota sur le Dakar. Quand vous fabriquez une voiture en 6 mois, il faut passer par des priorités. Les priorités, c'est de tester la voiture en septembre et en octobre, et après de valider évidemment des choses. Donc la construction des voitures que vous voyez ici, ça s'est fait en début décembre, et voilà, on est prêt parce que le motorsport a une faculté incroyable, c'est toujours de retourner le sablier, qu'au dernier moment ça soit comme ça, mais c'est sûr que beaucoup de pessimistes il y a 3 semaines disaient que jamais on allait y arriver. Voilà, c'est ce qui fait la beauté aussi d'une équipe, c'est qu'elle soit soudée, qu'elle soit justement dans l'effort, solidaire, et ça fait toujours plaisir de voir des mecs qui, la veille de Noël, sont toujours là en train de bosser jusqu'au dernier moment. Concrètement, elles partent quand ? Elles partent ce soir, donc ce qui est logique parce que l'année passée, les années avant, au Overdrive, on envoie toujours des voitures par avion aux alentours des fêtes. Donc c'est du schéma classique pour nous. Ouais.
c'est quand même pas le contexte idéal pour attaquer un rallye raid aussi difficile que le Dakar. Écoutez, on a fait des bons essais, on a fait un kilométrage tout à fait acceptable au niveau de la validité des pièces et de la fiabilité. Les voitures sont montées d'une manière assez classique, comme on sait le faire depuis X temps. On a amélioré la voiture, on n'a pas réinventé non plus complètement une voiture nouvelle. Donc voilà, oui, on peut être surpris comme vous l'êtes aujourd'hui quand vous venez chez nous. On l'est un peu moins, on est quand même dans un schéma de sérénité. Après, ça reste du motorsport, on ne sait jamais dire ce qui peut se passer pendant 15 jours. Mais la fiabilité, c'est quelque chose qui nous a fait toujours gagner dans les années précédentes. Voilà, c'est du schéma, comme je l'ai dit, classique. On ne peut pas ne pas évoquer évidemment le troisième grand constructeur présent sur ce Dakar, Ford, là aussi avec plusieurs Raptors, avec notamment un certain Carlos Sainz, quadruple vainqueur du Dakar, et aussi Mathias Ekström, troisième quand même de l'édition 2025 avec ce Ford Raptor, qui lui aussi a bien évolué sur l'année 2025. Ah, ils sont si véloces ces Raptors. Et si vous avez aimé cette vanne, il y en aura beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo avec Roule pendant tout le Dakar, je l'espère en tout cas, parce que sinon je serais déçu. Non, bah là je suis désolé, je sais pas ce qu'il m'a appris. Non, mais par contre, ils sont véloces pour le coup, en tout cas ils ont des pilotes qui le sont. Ça, c'est sûr. Tu parlais de Carlos Sainz, quadruple vainqueur du Dakar, qui arrive à 63 ans avec encore la forme, l'énergie et le rythme d'un candidat à la victoire. Maintenant, la question en effet, c'est le niveau du Raptor. Voilà. La première édition l'an dernier avait été bonne par certains aspects, moins par d'autres. Ils avaient identifié pas mal de choses à modifier. Voilà. Et ils les ont modifiées. Ils les ont modifiés, ils ont progressé aussi cette année, mais ça a été plutôt une année de développement. Il n'y a pas eu de résultats très très probants pour Carlos Sainz ou globalement pour tout le team Ford. Donc, bon, la question c'est maintenant dans quelles conditions de préparation, en tout cas technique, ils arrivent sur le Dakar. Les pilotes, ils les ont. On a parlé de Carlos Sainz, on a Mathias Ekström qui fait 3e l'an dernier quand même, avec ce Raptor. Bon, certes aidé aussi par des abandons, des pénalités, des choses devant lui, mais fallait être là, il l'a été. Je trouve que ces deux pilotes-là vont bien mener Ford, à mon avis, et s'ils ont la voiture pour, ils peuvent tout à fait jouer la victoire finale. Mathias Ekström, c'est quand même un double champion de DTM, qui a gagné dans pas mal d'autres catégories, en rallycross notamment. Il sait s'adapter à différentes voitures, à différents terrains. Je pense qu'il peut faire une belle surprise. Sainz, on en a parlé. Il y a aussi la petite surprise du Dakar 2025, qui est Mitch Guthrie, l'Américain, qui a terminé 5e, qu'on n'attendait absolument pas à ce niveau-là, et qui a gagné sa place donc, dans l'équipe officielle. Donc un Américain qui représente Ford, ça fait quand même... Ça marche toujours. Ça marche toujours. Voilà, on sait qu'ils sont très attachés à ça, les Américains. Il faudra les surveiller, voilà, on l'a dit. Seule incertitude, le niveau du Raptor. Le reste, ils ont des très très bons pilotes, des très bons équipages globalement, donc à surveiller de très près. Et en plus des Ford Raptor officiels, on aura aussi Romain Dumas et Jourdan Sardiadis qui seront engagés sur des Raptors privés. C'est important de voir que Ford s'implique également via cet engagement-là, parce que ça fait toujours des cartes en plus. On sait que Romain Dumas nous l'a dit d'ailleurs, le niveau de préparation fait qu'il ne s'attend pas à jouer les premiers rôles, mais s'il y a toujours un besoin, un peu dans le même rôle que Christina Gutiérrez a pu avoir chez Dacia, ou que la moitié des pilotes Toyota peuvent avoir sur l'autre moitié, c'est voilà, l'idée de dire, des fois, on a besoin en spécial d'une aide, de quoi que ce soit, et ils pourront compter là-dessus. Alors évidemment, ils vont faire leurs courses, ce sont des privés. Oui. Mais on sait que quand on a le l'ovale bleu sur sa voiture, en général, on va quand même aider les autres. Ce serait malvenu de ne pas le faire, en tout cas. On aura aussi Mini, mon cher Cyprien, qui sera présent. Alors, c'est plus la Mini qui gagnait le Dakar il y a quelques années maintenant. X-Red a un petit peu réduit la voilure, mais il y a encore pas mal de bonnes choses. Il y a des bonnes choses, et puis il y a un bel équipage. Surtout chez Mini, l'équipage leader, c'est quand même Guillaume Demévius et Mathieu Baumel. Guillaume Demévius, c'était la vraie révélation du Dakar 2024, du coup, il termine 2e, derrière Carlos Sainz. À l'époque, il était chez Toyota, donc pas le même proto, non plus pas la même machine entre les mains. La machine globalement qui domine le Dakar, qui est toujours en tout cas en lice pour la victoire. Ce ne sera pas le cas de la Mini, et on a vu que depuis qu'il est passé chez Mini, un peu à la surprise générale l'année dernière, du coup, pour le Dakar 2025, ça a été plus compliqué. Il a eu beaucoup d'ennuis différents sur le Dakar. Les courses d'après n'ont pas été très très bonnes non plus, en tout cas il n'y a pas eu de podium. Il faut aussi noter qu'il avait été privé de son copilote, Mathieu Baumel, qui a eu un accident, on en reparlera juste après de Mathieu Baumel, mais voilà, Guillaume Demévius, on sait de quoi il est capable. Il est encore un peu irrégulier,
On attend de voir s'il est capable de le refaire. C'est toujours pareil, en fonction de ce qui se passe devant, Mini peut avoir une carte à jouer et ce sera évidemment lui la meilleure carte. Et c'est vrai que ce retour de Mathieu Baumel, c'est un petit peu la belle histoire aussi de ce Dakar, et parce qu'il n'y a pas que la compétition, il y a des belles histoires aussi, mais ils vont faire la compétition, ils vont mêler les deux, Mathieu Baumel et Guillaume de Mévius. On rappelle, fin janvier, grave accident alors qu'il portait secours à des participants du Monte Carlo historique. Il a depuis été amputé d'une jambe, Mathieu Baumel, et il a tout de suite dit « Je veux faire le Dakar en 2026 avec Guillaume de Mévius ». Et il va réussir son pari. C'était un pari complètement fou à l'époque. Personne n'y croyait vraiment. Enfin, en tout cas, ça semblait compliqué d'imaginer en effet un homme qui venait de se faire amputer, qui avait eu un grave accident, qui a passé de longs mois à l'hôpital, puis en rééducation. De le voir au départ du Dakar 2026, on se disait mais ça va être trop court. Et ben il y sera. Et il a réussi son pari. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de lui parler il y a quelques jours pour une interview qui apparaît dans le magazine de cette semaine, dans le Auto Hebdo. Il dit clairement, être au départ du Dakar, c'est une victoire personnelle. Voilà. Il explique bien que s'il est aussi là, c'était grâce au soutien de ses proches, de sa famille, mais aussi grâce au soutien d'X-Red, son équipe, et de Guillaume de Mévius, son pilote, qui est venu le voir à l'hôpital dès les premiers jours, qui a été très présent dans tout ce processus de rééducation et qui a tout de suite dit qu'il ferait le Dakar avec Mathieu Baumel. Il n'était pas question d'avoir un autre copilote. Et évidemment, je pense que de se sentir comme ça, soutenu, pas abandonné dans ces moments qui sont quand même très compliqués humainement à vivre, ça a beaucoup aidé Mathieu Baumel, ça lui a donné du baume au cœur. Et aujourd'hui, en effet, il va réussir son pari, et puis on sait que Mathieu Baumel, c'est peut-être le meilleur navigateur du monde, ou en tout cas un des tout meilleurs, donc l'avoir à ses côtés pour Guillaume de Mévius, c'est une vraie chance, un vrai avantage. Et alors, imaginons que par un concours de circonstances, il puisse jouer le podium ou la victoire, ce serait absolument génial. Lui, il m'a dit... Objectif top 5, et 2027, on aura des objectifs plus élevés. En belles histoires aussi, et françaises en plus, mesdames, messieurs, Bruno Sabi qui est de retour 19 ans après sa participation avec une Fiat Panda. Alors là, ça va pas être la même chose, hein. Là, il va être dans un buggy, en catégorie T3. Mais c'est merveilleux de voir que Bruno Sabi, 70 printemps, bien passé désormais, mais toujours bon pied bon oeil. Et ça fait plaisir de le revoir sur les routes du Dakar. Le virus du désert ne s'oublie jamais. Non, en effet, ce virus, c'est aussi une expression que j'aime bien parce que je trouve que ça représente assez bien ce qui touche ces pilotes qui reviennent après plusieurs années. On a Romain Dumas, même s'il était parti depuis moins longtemps, Stéphane Peterhansel qu'on évoquera plus tard, et Bruno Sabi, évidemment, quelle belle histoire 19 ans après. Enfin, personne s'attendait à le revoir au Dakar. Donc en effet, ce sera dans un buggy, pas de question de jouer à la victoire finale. Puis de toute façon, à 70 ans, c'est peut-être un peu compliqué aussi. Mais en effet, il est toujours mordu de Rally Raid et on a hâte de le revoir à l'œuvre. Et c'est une très très belle histoire pour nous les Français. Ouais, ça fait plaisir clairement de revoir Bruno Sabi, ancien vainqueur du Dakar aussi, bien entendu. Et un autre ancien vainqueur, mais qui lui par contre a collectionné les bouquets et les trophées de vainqueur du Dakar, c'est Stéphane Peterhansel qui revient, mais qui ne va pas jouer la victoire finale puisque lui, il sera en catégorie stock avec Defender qui fait ses débuts en tant qu'équipe officielle sur le Dakar. Cette catégorie stock, portée comme ça par un Stéphane Peterhansel de retour, on a peut-être un petit peu l'avenir du Dakar devant nous, même si les T1+, les Ultimates sont là pour rester, mais cette catégorie stock avec des voitures dérivées de série, ça peut être pas mal quand même. Justement, comme tu l'as dit, c'est des véhicules de série dérivés, donc ça représente un faible budget finalement pour ceux qui veulent s'engager. Et pour les constructeurs, c'est super avantageux parce que c'est une vitrine géniale. En fait, vous avez un véhicule de série qui est capable de gagner le Dakar dans sa catégorie. Enfin, vous imaginez la promo, ça veut dire que votre véhicule est robuste, qu'il est performant, qu'il est fiable. Bon, même si évidemment il y a quelques petites évolutions par-ci par-là pour le rendre quand même adapté au désert saoudien et au piège du désert. Mais je pense que c'est une catégorie qui a un bel avenir. Je pense que c'est bien que le Dakar développe cette catégorie, qu'ils essaient de la mettre en avant et que Defender surtout s'engage, puisque Defender, qui est une marque du groupe Land Rover, arrive avec des ambitions, arrive en voulant rivaliser avec les Toyota qui jusque-là étaient un peu seuls dans cette catégorie stock, qui avait peu d'intérêt finalement sportif en tout cas. Et là, avoir en plus un visage comme Stéphane Peterhansel, qui est Monsieur Dakar, qui a gagné 14 fois, bon, bah c'est génial. Et nous, on est aussi très heureux, à titre personnel, de le revoir sur le Dakar, puisqu'on ne savait pas s'il reviendrait après sa dernière participation début 2024 avec Audi. Bon, il s'était arrêté là-dessus et on savait pu le comprendre. Ouais. Et on savait pas effectivement, mais il est de retour. Il avait besoin peut-être de cette année un petit peu à part, où il a dit ok, je fais pas le Dakar. Et
On a vu encore une fois, on revient au virus, ça a dû le piquer, a dit non, je vais me relancer dans un projet, et le projet Defender est, ma foi, fort intéressant. Merci Cyprien d'avoir évoqué ce Dakar. On rappelle qu'on va donc te suivre à partir du 1er janvier sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo et sur les réseaux sociaux de Roule également. On est ravis de suivre tout ça, on a hâte et de voir un petit peu ce que tu vas nous ramener et comment ça va se passer, comment cette première expérience du Dakar va se passer pour toi. Ah bah écoute, j'ai complètement hâte d'y être, complètement hâte de faire vivre ça à distance aux gens aussi via nos réseaux sociaux avec ce partenariat avec Roule. Donc ce sera une très belle aventure, je vais en profiter pleinement et vous faire des belles vidéos sur nos réseaux.